Multi-21's here. Yeah, Multi-21. Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Multi-21. Nous allons faire du coup le débrief du Grand Prix des États-Unis qui s'est couru hier. Et pour ce débrief, j'ai avec moi l'excellent Thomas Felizardo. Excellent, je ne sais pas, mais merci Pierre pour l'accueil. Merci et bienvenue à tous. Bien, et bien écoute, on va pas perdre de temps, on attaque tout de suite. On va commencer par un premier point, le premier point qui va concerner les tops. Premier top, bien entendu, Red Bull, week-end chargé en émotion suite au décès de Dietrich Mateschitz. Un titre constructeur, le premier de Red Bull depuis 2013. Avant, c'était que mini Mercedes. Et puis, une masterclass de Verstappen quand même. Effectivement, déjà j'aimerais saluer la mémoire de Dietrich Mateschitz pour tout ce qu'il a fait pour le sport et en particulier le sport auto depuis maintenant presque 30 ans. C'était quand même quelqu'un qui avait 2 équipes de Formule 1, qui a sponsorisé plein d'équipes de pilotes en Formule 1 et ailleurs, hein. On vous a fait un très beau fil Twitter là-dessus sur tout ce que Red Bull a pu sponsoriser au cours de ces 30 dernières années. Donc je pense que le sport auto tout entier doit beaucoup à Dietrich Mateschitz. Et donc c'est une immense perte pour le sport. Effectivement, le sacre de Red Bull intervient quelque part au bon moment, puisque y a ce côté un petit peu hommage à Mateschitz. Voilà, il disparaît le même week-end où Red Bull gagne le titre. Je pense que l'image est belle malgré tout. Donc voilà, je pense que c'est une très belle façon de saluer sa mémoire. Concernant les performances pures, effectivement, Verstappen avait l'air encore une fois imprenable. On y a cru un moment, voilà, on va pas faire de transition là-dessus, mais on y a cru un moment quand il a eu son petit problème au stand où il dure 12 secondes, je crois, son dernier arrêt. Il repart derrière Leclerc, ouais. Et évidemment très loin derrière Hamilton. Voilà. Personnellement, j'avais cru au fait que Hamilton pouvait aller chercher la victoire. Bon, on a vite compris que sur les derniers tours, à coup de entre une demi-seconde et une seconde au tour, Verstappen allait passer facilement. Mais donc voilà, encore un Verstappen inarrêtable comme on le voit depuis la Hongrie maintenant. Ça commence à faire long. On se demande ce qui va pouvoir l'arrêter, parce que même un mauvais arrêt, ça n'arrive pas à l'arrêter. Moi, ça me fait un petit peu peur pour la fin de saison et surtout l'année prochaine. Alors on verra avec le budget cap, les pénalités, tout ça machin, mais ceci est une autre histoire. Mais je sais pas ce que toi t'en as pensé, Pierre, mais au-delà de la performance d'Hamilton qui est remarquable et qu'on veut tous saluer, je pense beaucoup on y a cru. Ça fait peur, le rythme de Red Bull et de Verstappen en particulier. Le rythme de Red Bull et de Verstappen est très impressionnant. Je voulais juste te poser une petite question. On a vu vers la fin de course, enfin sur le dernier tiers, qu'il y avait quelques nuages au-dessus d'Austin. Est-ce que du coup, ça n'aurait pas fait baisser un peu la température de la piste et là où des médiums étaient dans la bonne fenêtre de température, est-ce que peut-être Hamilton et il me semble Russell à ce moment-là, est-ce que du coup ils n'ont pas eu un petit peu plus de mal sur ce deuxième train de hard à le faire fonctionner? C'est possible. Effectivement, la température va jouer, surtout plus les pneus sont durs, plus ils vont être sensibles à la température. Donc c'est vrai. C'est à préciser. Après, dans tous les cas, on voit que la Red Bull, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, qu'il fasse sec, etc. Je pense que même hors piste et sur la neige, elle arriverait à gagner. Euh, Donc je pense pas que ça a énormément joué dans le résultat. Après, peut-être que l'arrivée aurait été plus serrée, mais je pense pas qu'Hamilton pouvait la gagner, même s'il faisait 10 degrés de plus, très honnêtement. Alors en toute honnêteté, non. Je suis comme toi, j'y ai cru hein, pour la 104e d'Hamilton. Euh, il me semble que avec cette victoire, Verstappen dépasse le nombre de victoires d'Alonso. Il me semble qu'il était déjà à 32, oui, donc il doit passer à 33, effectivement. T'as raison. 33 qui n'est pas anodin pour le néerlandais, Effectivement, c'est son numéro effectivement, fétiche. personne ne l'a forcément rappelé, mais c'est vrai. Et puis Tu as tout à fait raison. maintenant, l'objectif c'est la légende, Ayrton Senna. Ouais, parce que là, actuellement, Verstappen est quand même sixième all-time. Mm, On parle d'un pilote qui a quoi, 24 ans? 2 titres de champion du Euh, monde.
Voilà, qui a encore au moins 5 saisons devant lui, puisque son contrat va jusqu'à 2028, même 6 saisons du coup. Et on peut, et on peut penser, Enfin, et on peut penser que la Red Bull sera quand même assez affûtée l'année prochaine. il n'y a pas de raison en tout cas que. Alors, encore une fois, hors histoire du budget cap, on Hors va pas en budget parler cap. ici, mais hors tout ça, oui, effectivement, il y a des chances que ça poursuive sur la même lignée. Alors, Et pour finir sur Hamilton, dans tous les cas, par rapport à ta remarque sur les pneus, dans tous les cas, Mercedes n'avait qu'un seul train de médium pour la course, alors que Ferrari et Red Bull en avaient deux. Donc Mercedes était obligé d'utiliser les hards sur la fin de relais. Donc il n'y a pas d'erreur stratégique. Le choix a été fait par conséquent, par défaut. Par défaut. alors après, il y avait un petit goût de nostalgie, c'est-à-dire ça nous a un petit peu rappelé l'année dernière, à ceci près que on a vu une écurie Mercedes un petit peu plus incisive, c'est-à-dire où ils étaient souvent à l'initiative de l'arrêt. Or, l'année dernière, on se souvient, face à Red Bull, ils avaient un peu tendance à subir. Donc ça montre qu'il y a peut-être des petites choses qui ont évolué. Et Bah, puis, ils sont dans une position confortable, c'est-à-dire qu'ils peuvent attaquer puisque ils savent qu'ils sont le moins bon des trois top teams. En performance pure, aujourd'hui, la Mercedes, c'est la moins bonne des trois. Par contre, dans le même temps, ils ont une marge énorme sur tout le midfield derrière, les McLaren, Alpine, Aston, etc., dont on parlera après. Donc, ils peuvent se permettre de faire des coups comme ça. Au pire, ils perdent un peu de temps. Et ben, ils finiront quatrième à la place de troisième. Là, ils ont très bien joué. Ils ont réussi à avoir une voiture en deuxième place. C'est très bien joué de leur part. Mais ils sont dans la position où ils peuvent le jouer parce qu'ils sont à l'arrière des top teams et largement devant le midfield. Donc, c'est assez confortable, je pense, pour tenter des coups stratégiques. et puis bah, puisqu'on parle stratégie, on peut saluer la performance de Charles Leclerc. On se souvient qualifié deuxième et pénalité suite à des changements sur le moteur. Il prend 10 places, il part 12e. Troisième à l'arrivée, une safety car salvatrice. Lui qui n'a pas été forcément verni cette année au niveau stratégie, bah, ça a plutôt bien marché pour le Monégasque. Effectivement, une bonne course, aucune erreur que ce soit de sa part ou de la part de Ferrari. Comme tu l'as dit, le petit coup de chance qu'il fallait au bon moment, ce qu'il a clairement pas eu toute la saison. Je pense qu'on peut le dire à chaque fois qu'il lui fallait de la chance, c'est l'opposé qui s'est passé. Donc, bah, ça fait plaisir de voir ça. J'ai trouvé un tout petit peu décevant sur le dernier relais justement, parce on a vu Verstappen réussir à remonter très fort avec encore une fois les mêmes pneus. Leclerc a stagné un petit peu, j'ai trouvé. Il n'était pas tout à fait dans le rythme. Est-ce que c'est la voiture? Est-ce que c'est lui? Bon, il est fini juste devant Perez au final. Voilà, j'aurais bien aimé le voir à la lutte avec Hamilton parce qu'on n'a pas forcément trop vu les deux se battre. Donc au moins pour l'image, ça aurait été beau, quel que soit le résultat final. Mais bon, ça fait plaisir d'avoir un week-end sans embûches, malgré un plan E qui a été proposé en cours de route, qui nous a fait transpirer à grosses gouttes. Mais ouais, un week-end sans embûches, sans erreur, de la part du mur et des stands, de la part de Leclerc, ça fait plaisir. Malheureusement, c'est pas ce qui est arrivé à Carlos Sainz, qui a raté son départ alors qu'il partait de la pole. Donc ça, c'est toujours dommage. Et Percuté par George Russell, mais d'un autre côté, le pilote ouais, Ferrari percuté. qui ouvre en fait sa trajectoire, qui revient un petit peu en coupant la route, et pas de bol, il y a Russell à cet endroit-là. C'est aussi mon avis, c'est clairement un incident de course. Là, on est au premier virage. Il y a un pilote qui arrive un petit peu vite à l'intérieur. Je parle de Russell évidemment, pendant que l'autre est à l'extérieur et veut complètement couper la route pour repasser Verstappen sur la relance. Forcément, ils sont quasiment à 90 degrés l'un de l'autre. Ça va forcément se mal passer. Bon bah voilà, c'est un incident de course. Il n'y a pas à mettre de pénalité, même si Sainz s'abandonne, tant pis quoi. Je pense que les deux ont leur part de responsabilité. Est-ce qu'on peut vraiment donner les torts à l'un ou l'autre? Est-ce qu'on peut les accuser de manquer de lucidité? Je pense pas. Par contre, ce qui est dommage, c'est que ça fait un paquet de fois où Sainz abandonne au premier tour, alors qu'il est souvent bien placé. Donc là, il y a peut-être un petit peu de boulot là-dessus pour Sainz, mais même Russell a été plusieurs fois impliqué dans des accidents très tôt dans la course, voire au premier tour, voire au départ. Je pense à Silverstone. Voilà, c'est normal, c'est des jeunes pilotes. Je préfère voir ça qu'une procession en file indienne au premier virage et où personne veut prendre de risques. C'est la course. Alors, puisqu'on parle de ne pas prendre de risques, c'était le week-end c'était le week-end des vétérans.
On a eu une masterclass de Sébastien Vettel avec l'Aston Martin. C'était pas forcément le mieux qualifié des deux. Il me semble que Lance Stroll était 5ème, mais Lance Stroll, on va y revenir juste après. Vettel partait un petit peu plus loin, il me semble qu'il partait 9ème. Il partait 9ème. Oui, il était qualifié 10ème, mais il partait. Et il me semble, l'Allemand, l'Allemand déjà nous ravit avec des dépassements à gogo. 7ème à l'arrivée. Après, s'être payé le luxe de doubler Magnussen vraiment dans les derniers virages. C'était magnifique. Alors là, la lutte entre les deux, elle était magnifique. Vettel, pardon, à l'extérieur dans le triple droite, c'était vraiment somptueux. Et ça faisait Je pense qu'on était tous au bord de notre siège et on a tous adoré. Et ça faisait longtemps. On a vu le grand Vettel, le grand Vettel qu'on n'avait pas vu depuis presque 10 ans, qui nous a fait tant suer, pour pas dire autre chose, avec son doigt rageur. Les titres gagnés, les victoires incalculables, on l'a retrouvé et ça fait quand même plaisir après toutes ces années compliquées, même chez Ferrari et aussi évidemment chez Aston Martin, ça fait plaisir de le retrouver. Donc, en tout cas, une grosse performance de Vettel qui fait du bien. Qui aurait pu être mieux en plus. Enfin, moi, ça m'a fendu le cœur. Son arrêt de 13 ou 14 secondes vers la mi-course, là, ça m'a fendu le cœur. Le voir retourner très loin dans le peloton, je crois qu'il est 13ème, quelque chose comme ça. Oui, parce qu'il pouvait, je pense, finir un peu mieux. Bon, mine de rien. Ah bah, je pense qu'il pouvait se battre avec Norris, hein. Très clairement, il y a 12 secondes entre les deux. Vu le temps qu'il a perdu et à passer tous ses petits copains, là, les Gasly, Albon, Zhou, Ocon, Tsunoda, Magnussen, et en plus l'usure des pneus qui va avec, hein, parce que forcément quand on se bat comme ça, on use énormément les pneus. Je pense qu'il pouvait finir autour de Norris, peut-être pas devant, hein, je sais pas, mais en tout cas il y aurait eu une bataille entre les deux qui aurait été sympa à voir. Et ça nous ramène avec un championnat très serré, à savoir entre Alpha, Romeo et Aston Martin, 1 point. Et 3 courses. 1 point, effectivement. On n'aurait pas forcément parié dessus parce que je crois que 51 points sur les 52 chez Alfa Romeo ont été mis dans les 9 premières courses. Oui. Donc c'est-à-dire que depuis ils ont mis 1 point. Et on est à la 19e course, je crois, ou 18e. Donc voilà, deux moitiés de saison très très différentes chez Alfa Romeo. Alors qu'Aston Martin, c'était un petit peu le contraire, ils sont très très mal partis, les voitures étaient catastrophiques. Et là récemment, ça fait 2, 3, 4 courses, on les sent dans le coup, ils sont un petit peu revenus. Ça fait plaisir, c'est de bon augure. Quelque part, c'est presque dommage que Vettel parte, à voir ce que fera Alonso l'année prochaine avec cette voiture, parce que bon, forcément, là sur la fin de saison, il n'y a plus grand chose à espérer, hormis quelques coups d'éclat comme ça. Alors justement, ça reste à suivre et je pense que Aston Martin a de quoi finir devant Alfa Romeo. Alors, on verra si tes prédictions sont exactes. Ça a l'air d'aller dans ce sens-là. Tu parlais d'Alonso. On a dit qu'on parlait également de Lance Stroll. Alors allons-y. Lance Stroll. On peut parler des deux en même temps. Vu qu'ils sont télescopés, oui, je pense que on est dedans. Donc, si ma mémoire est bonne, une première safety car suite à la sortie de piste de Valtteri Bottas dans l'avant-dernier virage. Il perd l'arrière et ciao bonsoir dans les graviers. Relance et dans la ligne droite principale, il me semble qu'il n'y avait pas de DRS à ce moment-là. Non, on vient de sortir de safety car, donc il n'y a pas de DRS pendant 2 tours. Alonso porte une attaque sur Stroll. Est-ce que l'Espagnol s'est décalé un petit peu tard? On a vu un mouvement sur la gauche de la part de Lance Stroll, et là, boum, patatras, l'Alpine qui s'envole, l'Aston Martin détruite. En toupie, en plein milieu de piste, c'est là où on salue les réflexes des pilotes, parce que bon, ils sont. Parce que Gasly était juste derrière, on le voit passer à travers les débris, éviter les deux voitures. Voilà, et là les gars, ils sont pas à 100, hein. Ils sont dans la ligne droite, ils sont pas à 100 km/h. Ah non. Je pense qu'au moment du contact, on est un bon 2,70, 2,80 là entre Alonso et Stroll. Alors. Je voudrais ton analyse. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Tort partagé, on incrimine Stroll, qu'est-ce qui s'est passé? Tort partagé, si on veut partager les torts, il y a 80-20. Et évidemment, 80% des torts, c'est pour Stroll. Pourquoi? Tu l'as dit, Alonso se décale tard. Ça, c'est vrai. Il se décale très tard, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Ça permet aussi de créer un effet de surprise, hein, puisque on le voit bien sur l'onboard de Stroll. Stroll, il regarde à droite. Il regarde à droite, Alonso il va à gauche. Alors Alonso il n'a pas vu que Stroll regarde à droite, on va se calmer tout de suite, mais il part à gauche, donc ça veut bien dire qu'il y a un effet de surprise qui est créé.
Et il y a tellement une surprise qu'on voit que Stroll, il met un énorme coup de volant vers la gauche, il met un coup sec. Alonso, on voit, il est très doux avec le volant, même quand il se décale, alors que Stroll, il met un coup sec. Et donc, à cause de ça, la majorité des torts va à Stroll. Stroll, encore une fois, il n'a pas regardé de ce côté-là. Et il réagit un peu trop tard au décalage d'Alonso. Ils sont déjà à la moitié de la piste, hein, donc ils partent de tout à droite. La piste, à cet endroit-là, elle est hyper large, elle doit faire 15 mètres. Ils sont déjà à la moitié de la piste. Et Stroll met encore un coup de volant et emmène Alonso. Ça aurait pu être dramatique. À sa vitesse-là, ça devrait être interdit de faire ce genre de truc. À 20 mètres près, si ça arrive 20 mètres plus tôt, Alonso, il finit pas dans le rail, il finit sur la bordure où les commissaires interviennent. Donc là, il y a potentiellement des gens. En plus, lui, il peut passer au-dessus, il peut s'encastrer, etc. Machin. Mais en plus, il y a des gens. Donc ça, c'est inacceptable. L'Astrol, il a fait n'importe quoi de A à Z, hyper dangereux. Pourtant, il faisait un très bon week-end, hein. Il était rapide, il a fait P5 en qualif, de mémoire, il était troisième après le départ, etc. Il n'y avait rien à dire jusqu'à ce moment-là où il a fait du Stroll. Hyper dangereux, insupportable. On sent bien qu'Alonso savait que ce serait son futur coéquipier et le fils de son futur patron parce qu'il a pas râlé. Il a dit ouais c'est bon, il s'est décalé un peu tard mais ça va machin. Le truc qu'on n'entend jamais, on n'entend jamais ça chez Fernando Alonso. Donc on sait très bien pourquoi il a dit ça, mais bon ça fait partie du jeu, on va pas lui jeter la pierre. Mais non Stroll là inacceptable et je trouve ça honteux vu les conséquences. Je parle pas de résultats, mais je parle du fait qu'Alonso aurait pu mettre sa vie et la vie des commissaires en danger. Et ça, des autres pilotes. Et des autres pilotes, parce qu'effectivement, comme on l'a dit, il y avait des Norris, il y avait des Gasly derrière, etc., qui sont arrivés plein de balles dans les débris. On met que 3 places de pénalité et 2 points sur la super licence pour ça. Moi, je trouve ça révoltant. Quand on va parler après justement de la constance de la FIA et des pénalités, vas-y, 3 places pour ça, c'est ridicule. Vas-y, je pense que t'es lancé, t'as l'air à point, donc on va y aller. Dans la continuité de ça, donc évidemment Alonso endommage sa voiture, il perd la moitié de l'aileron avant en squat, et dans le même temps les débris passent à peu près au travers du halo parce qu'ils vont taper le rétro. Donc il a son rétro qui est bancal, qui est à moitié arraché. Donc là encore, on remercie le halo, parce que peut-être que si le halo était pas là, bon, je dis pas où ça finit, mais je pense qu'on a tous compris. Donc ça, super. Donc Alonso rentre au stand, il continue sa route, et quelques tours plus tard, je sais plus, peut-être 10-15 tours plus tard, il perd son rétro, dans la ligne droite principale. Rétroviseur droit, on précise. Rétroviseur droit, effectivement, c'est du côté droit que ça a tapé, donc c'est pas illogique, et on voit qu'il y a des morceaux qui viennent taper à cet endroit-là. Personne ne dit rien. Fernando finit la course, il finit à une très belle 7e place, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est ça. Et on apprend vers 1h du matin, je crois en France, quelque chose comme ça, 1 ou 2h du matin, qui prend 30 secondes de pénalité, parce que ça correspond à un drive-thru de 10 secondes. La raison, c'est que, a priori, sa voiture était dangereuse. Conduite d'une voiture dangereuse. On précise que, donc, grosso modo, il y a juste un rétro, quoi. Hein. C'est vraiment le fait qu'il perd le rétro. Et apparemment, ce qu'avance la FIA, c'est que, le rétro était bancal, donc il pouvait s'arracher à tout moment. Bon, ça, ok. Et 2, il faut de rétro sur une voiture, parce que c'est élément de sécurité, etc. On peut pas conduire avec un rétro. Soit... les gars, ils ont eu 30 tours pour s'en rendre compte. Oui. Ils se rendent compte de ça parce que As, on va en parler juste après, pose réclamation. Elle est où la logique là ? On a des mecs qui regardent une course pendant 50 tours. Ça fait 30 tours qu'Alonso, il lui manque un rétro. Il le perd, etc. Et le truc branle depuis 10 tours de plus. Et la crédibilité de la FIA. Concrètement. Les mecs mettent 3 heures de plus. Le pire, c'est qu'à la fin de la course, il y a Joe Bauer qui fait les vérifs techniques des bagnoles. Il a dit la voiture, elle est bonne, elle est ok, il n'y a rien, c'est finito, nada, hop, walou, ça part. Et après, on revient sur cette décision. Pourquoi est-ce qu'on dit pas, il manque un rétro, c'est drapeau noir, tu sors. On rappelle qu'en 2019, à Suzuka, il arrivait la même chose à Leclerc qui a tenu son rétro dans le 130 R. C'était 10 secondes. Hein. C'était juste 10 secondes, c'était pas 30 secondes. Il n'y avait pas le drive-thru en plus. Donc là, encore une fois, c'est ridicule. Et puisqu'on fait le parallèle avec ça, je pense qu'on peut parler de Pérez, qui a eu sa dérive à l'avant, qui a brinque-ballé aussi pendant 10 ou 15 tours. La FIA n'a rien dit. Alors, on précise... La dérive, c'est... On précise, dérive suite à un contact, il me semble, avec Bottas dans les S, il force.
Alors là, pareil, hein, c'est 50-50. Perez force, Bottas le voit pas. Bon, enfin, c'est le premier tour, c'est bien d'avoir ce genre d'action. Sinon, on se ferait chier quand même. Pour parler un peu crûment, excusez-moi, mais voilà. Donc effectivement, il perd sa dérive en plein milieu de la ligne droite. Je me demande si c'est pas sa dérive qui est restée au milieu de la ligne droite pendant toute la course, parce que jusqu'à la fin de la course, il y avait un bout de carbone en plein milieu de la ligne droite qui a choqué personne a priori. Et donc on dit rien à Red Bull, alors que pour la même chose, et c'est pour ça qu'ils ont porté réclamation, Magnussen au Canada, en Hongrie et à Singapour, donc 3 courses, et à chaque fois où il était dans le top 10, on l'a fait rentrer, on lui a présenté le drapeau noir et orange. Pourquoi est-ce que, Pérez n'a pas eu ce drapeau noir et orange? Une fois que la dérive est tombée, elle est tombée. Donc si elle tombe sur le coup, comme c'est arrivé à Leclerc à Silverstone, il n'y a pas de problème. Le pilote perd de la performance, c'est son problème. S'il y a un élément qui menace de se détacher, il faut qu'on soit constant. Si on dit 3 fois à As, tu fais rentrer Magnussen parce que c'est Il dangereux, faut que ça soit la même il chose faut pour faire les rentrer autres. Pérez. Et sachant que à chaque fois chez Magnussen, il s'est rien passé, la Pérez, la dérive, elle s'est détachée. Donc ça veut bien dire que c'était dangereux. Donc c'est là où il faut une pénalité. Et dans ce cas-là, on dit aussi à Alonso, bah voilà, t'as un rétro qui vacille, il menace de se détacher, voire il s'est détaché, Rentre au tu stand. rentres, fin de la course, c'est comme ça. Mais on ne peut pas avoir des pénalités à géométrie variable. En parlant de pénalités à géométrie variable, on a eu Gasly. Derrière safety car, derrière la première safety car, il me semble, il laisse plus de 10 voitures, enfin l'espace de 10 voitures entre lui et la voiture de devant, il prend directement 5 secondes. On revient Sergio Pérez, quelques semaines en arrière avec Pérez. Sergio Pérez à Singapour, il fait fait ça 3 fois. Il fait ça 3 fois, il prend une fois 5 secondes de pénalité. On est bien d'accord. Donc ça veut dire qu'en fonction de ta voiture, en fonction de ton nom ou en fonction de tes résultats, je ne sais pas, les pénalités sont différentes. Donc là, il y a un gros problème avec la FIA. C'est peut-être en partie parce qu'il y a changement de directeur de course à chaque fois. Je crois que vous en aviez parlé la dernière fois, mais Eduardo Freitas était démis de ses fonctions de directeur de course. Là, du coup, ça règle le problème, hein. Clairement. Voilà, donc ça règle le problème. Ça, c'était par rapport à Suzuka. Par contre, Nils Wittich, il officie aussi en DTM, donc l'année prochaine, il ne pourra pas tout faire. Donc, est-ce qu'on va se retrouver avec le même cas? Mais il y a vraiment un problème avec la direction de course. Et là, c'est pas la direction du circuit, parce qu'autant en Suzuka, on pouvait dire sa direction du circuit, sa direction de course, etc. Machin. Là, on choisit de ne pas mettre des pénalités à certains pilotes et dans les mêmes cas, en mettre à d'autres. Il y a un vrai problème de constance à la FIA et ils perdent toute crédibilité. Et au-delà de ça, c'est même pas juste une question de crédibilité, c'est une question de sport. Ça veut dire que là, on interfère directement sur les résultats. Parce que si on applique le même raisonnement bête et méchant, à Singapour, Pérez, il doit prendre 3 fois 5 secondes. Et donc, du coup, il ne gagne pas. Exactement. Et là, il doit prendre un drapeau noir et orange pour rentrer, donc il finit peut-être, je sais pas, 7e, 8e par rapport à ça, ou peut-être un peu plus, parce que finalement, il n'y a pas tant d'écart avec... Enfin, il y a beaucoup plus d'écart que ça avec Russell, il finit peut-être à la même place, je sais pas, mais en tout cas, il doit y avoir une constance, c'est telle action, tu rentres, et ça doit pas changer d'un directeur de course à l'autre, d'un collège de commissaires à l'autre, d'une course à l'autre, d'un pilote à l'autre, d'une écurie à l'autre. Ça, c'est pas normal. Et en plus, avec le monde d'aujourd'hui, ça alimente exponentiellement toutes les rumeurs de ouais, la FIA elle roule pour Mercedes et puis la course d'après elle roule pour Ferrari, la course d'après elle court pour Red Bull et machin, un truc bidule, et puis c'est Verstappen, c'est Hamilton, c'est Leclerc, et ça renforce malheureusement le sentiment de discrédit en fait de la FIA, c'est-à-dire ça pénalise à tort et à travers, mais tu l'as dit, le mot est juste, des fois pour sans motif valable, ou alors les motifs sont abracadabrantesques, ou bien tout simplement, parfois, enfin, je veux dire, c'est d'une inconstance. Et concrètement, aux yeux des téléspectateurs, c'est pas justifié et on comprend pas. Là, ils sont. Ah bah là, le lambda, il comprend que dalle. Et je dis lambda, c'est pas péjoratif, parce que même nous, on n'y comprend que dalle. Des gens qui regardent la F1 depuis plus de 20 ans, c'est ma 24e saison de F1. Des fois, je comprends pas la logique de la F1, et en tout cas des commissaires. Pourquoi? Enfin, c'est illogique. Il n'y a aucune raison d'avoir des changements dans les pénalités. Et ça, tout le monde le dit, que tu sois novice, que tu aies 10, 20, 30, 40 ans de bouteille, que tu sois dans les équipes, que tu sois observateur, que tu sois journaliste, tout le monde s'accorde à dire que la FIA fait n'importe quoi. Et Haas a bien fait de porter réclamation pour montrer que la FIA faisait n'importe quoi. C'est dommage pour le résultat d'Alpine, parce que Alonso faisait une course magnifique, et après son vol plané, après tout ce qui s'est passé, son résultat était fantastique. C'était une très belle remontée. C'était une très très belle remontée, surtout vu les résultats d'Ocon. On n'en a pas parlé, mais Ocon était absent. Malheureusement, il était nulle part en qualif, il était nulle part en course. Là, il finit dans les points tout juste grâce à la pénalité d'Alonso, mais très honnêtement,
Ça me gêne de dire ça, mais il ne les mérite pas. Ça me gêne de dire qu'un pilote mérite ou pas. Mais là, en tout cas, il ne mérite pas ses On points. précise par contre qu'à l'heure où on enregistre, on sait qu'Alpine a fait appel Alpine de a la fait appel, pénalité. effectivement. Ils ont fait appel Donc, tout de suite. Et ils ont fait appel, non pas parce qu'ils contestent le résultat, ils contestent le fait que Haas a posé sa réclamation trop tard. Donc là encore, il y a une embrouille parce que du coup, apparemment c'est trop tard, mais la FIA a dit quand même, ouais, vas-y, c'est bon, on prend en compte. voilà, Et là, c'est la FIA se discrédite complètement. Et derrière, en trame de fond, je l'ai évoqué vite fait 2 fois, mais on a toutes les questions sur le budget de cap et apparemment le fait que Red Bull a trop mangé l'année dernière à la cantine et ils ont dépassé de 2 millions. Et donc là encore, bah, ça discrédite la FIA et la FIA n'apprend pas de ses erreurs. La FIA devrait tout brûler, recommencer à zéro, pour citer un grand philosophe camelotien. Mais voilà, là il y a vraiment un non problème. mais on l'a Il faut dit. faire quelque chose, il faut mettre une bonne direction de course. Oui, et en plus d'une bonne direction de course, c'est on prend le bouquin, on le fout au feu. Bon, c'est pas une auto da fé, hein. Ah, il faut y On foutre n'est le pas en feu. train d'inciter une auto da fé, mais il faut tout réécrire, quoi. C'est-à-dire, on se rend compte qu'il y a eu le cas de Spa l'année dernière, il y a eu le cas de Suzuka, où bon, ça a été un grand cafouillage, un grand n'importe quoi. On a des problèmes avec des pénalités qui tombent à gogo, où on comprend pas. Concrètement, là, il y a un règlement où cet hiver, il va vraiment falloir se poser et limite repartir d'une page blanche en concertation avec les écuries, bien entendu. Mais malheureusement, voilà, c'est ça, mais malheureusement, on sait très bien que ça n'arrivera pas, puisque ça fait 10 ans qu'un coup, on met trop de sanctions, donc les pilotes attaquent plus. On essaye de libérer un peu le truc, ça va dans des excès comme Verstappen sur les premières années. On revient en arrière. Après, il y a Michael Messi qui dit Let them race. Et enfin, je suis désolé, mais là, les histoires de dérive, etc., c'est du Let them race. Moi, je suis pour hein, que Perez et que Alonso ils continuent leur course, qu'ils fassent une très belle course, ils aillent au bout. Moi, je suis absolument pour. C'est la course. Moi, je défends la course. C'est pour ça que j'ai pas envie que Russell prenne une pénalité au premier virage, que Perez prenne ou Bottas prenne la pénalité pour leur contact, etc. Je suis pour. Ou Mais le Gasly, problème, c'est qu'on fait des va-et-vient et il enfin, n'y a rien qui est constant. concret, Donc, enfin, voilà. mais si Magnussen prend 3 pénalités, enfin, prend trois drapeaux noirs et orange pour ça dans la saison, C'est valable Perez pour tout doit le le monde. prendre. Ça fait pas plaisir, mais il doit le prendre. Voilà, c'est ça. Quitte à ce qu'on dise à la fin de la saison, on dit, bon, voilà, la saison est passée, on a fait des conneries, mais on a été constant, on assume. Maintenant, ça, on le pénalise plus à partir de 2023. Ce serait une attitude, je pense, vachement plus constructive de la FIA, qui ferait avancer le Schmilblick et qui permettrait d'avoir un beau sport. Et là, je suis désolé, mais on a tous, je pense, été hyper déçus quand Magnussen a perdu ses places. À chaque fois, il était dans le top 10. Il était bien placé. Je rappelle Canada, Hongrie et Singapour. À chaque fois, il pouvait faire un beau résultat et on lui met des bâtons dans les roues. Et là, Perez, c'est pas le cas, quoi. C'est ça qui est dommage. Et pourtant, je supporte pas du tout Magnussen. C'est un pilote que je peux pas encadrer. Et As encore moins, parce que L'objectivité, Thomas fait Lizardo. Non, mais voilà, enfin, j'essaie d'être objectif là-dessus, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la course. Après, que les pilotes que j'aime ou que j'aime pas gagnent, bon, bah, maintenant, je suis habitué. Ça fait quand même depuis 2007 que Ferrari a pas gagné un titre, rappelons-le. 2008, pardon, pour un titre constructeur. Mais voilà, il faut privilégier la course, mais il faut arrêter les débilités de un coup on pénalise, un coup on pénalise pas. Eh bien écoute, on verra si les instances dirigeantes apprennent un petit peu de leurs erreurs, même si on en doute énormément sur Multi21. Je suis pas du tout convaincu. Hein. Et- Je suis pas du tout convaincu. Et après, ceci dit, après quand même, chouette Grand Prix des États-Unis, on pouvait s'attendre à un moment Ouais. donné à une procession, et puis ça n'a pas été du tout le cas. Il y a... Juste le safety car, jusqu'au safety car, pardon, c'était chiant. Oui, mais après, ça s'est un petit Et peu emballé et c'était intéressant. c'était un beau Grand Prix, ouais. Donc, on sera dimanche prochain. Enfin, la F1 sera à Mexico parce que J'ai pas prévu d'y être. voilà, nos patrons, malheureusement, ont, ont raté le coche pour les billets, donc on passera. Et puis, bon, bah écoutez, si nous, jeunes impertinents, vous aimez toujours, enfin, vous appréciez mine de rien quand même le contenu, bah écoutez un petit pouce bleu, la petite cloche, vous pensez à suivre, normalement on va continuer les débriefs et puis il y aura je pense les bilans à la fin de la saison.
Thomas, je te remercie. N'hésitez pas à faire des commentaires et à me dire que je râle tout le temps. Ça, ce sera, on vous répondra. On vous dira oui, je râle tout le temps. C'est factuel. Quand, 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 quand tu râles pas, c'est qu'il y a un truc c'est qu'il y a pas un Ah, truc c'est que je suis normal. malade. C'est que je suis malade. Bon, bah écoute, bah merci beaucoup Thomas en tout cas. Merci à toi, Pierre, pour l'invitation. Bah de rien. Et puis bah du coup, bonne semaine à vous. Merci de nous avoir écoutés. Et puis on se dit à très bientôt. Allez, ciao. Bonne semaine, à bientôt. Salut.